Dans les jardins du bas, qui sont toujours en rénovation, quand on a déblayé, on s'est aperçu, parce que c'était une espèce de forêt vierge, donc il y avait une sortie sur le coustou, et il y a des pierres qui sont des vestiges apparemment de bâtisses qui ont dû s'effondrer, qui sont apparues dans le jardin. Donc il y a une pierre en arc de cercle qui pourrait être, je ne sais pas, un reste de fenêtre, on ne sait pas très bien. Il y a des grosses pierres qui sont apparues. On est tombé sur un mur bâti qui est perpendiculaire au mur qui est en cours de restauration. Il y a la maison qui jouxte la grande maison de la famille et celle qui se trouve donc en face. Donc en fait, c'est un ensemble qui regroupe 3 bâtis et 3 jardins. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de maisons dans Bruniquel comme ça, appartenant à la même personne, parce qu'on traverse le village en fait. Et on a des tas de sorties, des tas d'entrées et des tas de sorties. Et tout ça a été entretenu par mon beau-père. Alors mon beau-père, lui, a passé la guerre ici. Donc il était à l'école à Bruniquel. Donc je pense qu'il a fait comme a fait mon fils, c'est-à-dire explorer tout, les souterrains, les machins et tout. Et donc quand moi je suis venue dans cette maison, je suis arrivée ici, il y avait une rumeur comme quoi il y avait un trésor enterré dans la maison. Donc bon, j'ai commencé à sortir les trucs, à déblayer en me disant mais je vais peut-être tomber sur des pièces d'or, un truc comme ça. Il y a également ce truc, mais ça continue. Mon beau-père racontait ça, qu'il y avait des souterrains, et les personnes âgées dans le village le disent encore, qu'il y avait des souterrains qui remontaient jusqu'au château. Et effectivement, quand le mur a été restauré, ils jetaient les pierres dans le jardin et ça sonnait creux. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un souterrain qui remonte jusqu'au château, parce que... Bon. Alors, moi, je n'ai pas trouvé de souterrain, je n'ai pas trouvé de trésor. En revanche, c'est sûr qu'il y a des puits et qu'il y a de l'eau qui circule. Donc, il y a un puits dans la maison en face et un puits dans la maison où nous nous trouvons actuellement. Et dans le jardin du haut, la restauration du mur mitoyen avec le jardin des voisins, eh ben, on est tombé sur un trou qui semblait sans fond. Et apparemment, d'après les ABF, ce sont des latrines, parce qu'on en a retrouvé dans d'autres maisons à Bruniquel, qui auraient été adossées au rempart. Donc on a gardé trace justement au moment de la restauration du mur. On a fait très attention à ne pas reboucher ce trou. On a gardé une trace de façon à ce qu'il soit accessible si après ils veulent faire des études, etc. Au niveau de la mitoyenneté, donc moi je pensais sur les vieux enduits qu'il y avait dans l'escalier apparaissaient des traces de portes, donc qui correspondaient également de l'autre côté. Donc je pensais rétablir une mitoyenneté, en fait, rétablir des ouvertures, quelque chose qui était préexistant. En réalité, ça n'était pas du tout, il ne s'agissait pas de portes, il s'agissait d'anciennes fenêtres. Donc en fait, les ouvertures ont été beaucoup plus difficiles à réaliser au niveau technique. C'était même un peu stressant parce qu'on ne s'attendait pas à ça, quoi. Et il est apparu en retirant les vieux enduits qui avaient dû être faits, je pense, avant la guerre de 40. En retirant les vieux enduits, on s'est aperçu que l'escalier, très probablement, l'escalier serait plutôt du XVIIe, c'est ce que m'a dit l'archéologue du bâti ancien là, des ABF. L'escalier serait plutôt du XVIIe, donc serait
ultérieure en fait. Ça a été rajouté et qu'apparemment avant c'était enfin il y a eu une période en tout cas où il y avait une ruelle entre les deux maisons. Et le but en fait de cette maison en face donc, c'est de la préserver autant qu'il est possible de la préserver. Pas d'en faire un musée ou un truc, mais c'est de préserver un patrimoine historique et familial tout en le faisant vivre et en continuant à vivre dedans. Donc je fais souvent cette balade en fin d'après-midi ou début de soirée. Et quand je sors de chez moi, je prends à gauche. Et là, généralement, j'ai les derniers rayons du soleil qui traversent la place du Truquet. Je vois les platanes qui mènent au Café des Bastides. Je passe pas par là, je prends la rue du Barry d'Albi, que je remonte, cette rue qui monte à pic. Et là, je passe notamment devant une maison qui est vide depuis très longtemps. Je l'ai toujours connue vide. Par contre, quand j'étais petite, il y avait 2 grandes têtes en terre. Une tête de bélier et une tête de vache. Et c'était l'ancienne boucherie. Et ma mère a connu la boucherie ouverte. Moi, j'ai pas connu la boucherie, mais j'ai connu les 2 têtes encore qui restaient. Donc je passe cette maison-là. Ensuite, je passe l'ancienne boulangerie, qui était active encore quand j'étais petite, et qui était juste à l'aboutissement de la ruelle où habite ma mère. Donc en fait, quand j'étais jeune, on sortait de la ruelle et on débouchait sur la boulangerie, qui n'existe plus. Mais le four existe encore. Le four est encore au fond de la maison. Je passe devant la maison voisine qui, pendant longtemps, n'a été qu'une façade. On voyait le ciel par les fenêtres, il n'y avait rien derrière. Et elle a été remontée entièrement. Et après, donc, j'arrive en haut de la rue du Barry d'Albi, je prends à droite, je me mets sur la promenade du Ravelin, donc les anciennes murailles. Et là, je vais jusqu'à la place du Roca. Et là, on domine déjà la vallée de la Ver. Et on voit les collines qui sont de plus en plus vertes d'année en année. Et je me souviens toujours d'un ami avec qui je regardais la vue un jour et à qui j'avais dit, parce que j'avais aperçu une trouée dans ce couvert végétal, j'avais aperçu une coupe claire dans la colline. J'avais dit, ah, c'est dommage, ils ont coupé les arbres, c'est moche. Il m'avait dit, bah oui, mais c'est la vie, en fait. Si des hommes ont coupé des arbres, c'est que il y a une activité, et donc c'est bon signe, et c'est ce qu'on veut. Et ça m'avait vraiment fait basculer dans mon raisonnement sur le paysage et ce que c'est. Et après, on monte quelques petits escaliers qui sont un peu sculptés dans le roc. Et on chemine plus ou moins le long de la falaise. On passe par une ancienne porte d'accès. Donc là, on pénètre la deuxième muraille. Et puis, on chemine le long de la falaise. Là, c'est assez calme, il n'y a presque personne qui habite là. Et là, on arrive à une petite tour de garde. Et je vois une parcelle où il y avait des peupliers pendant longtemps, mais qui étaient arrivés à maturité. Et le nouveau propriétaire a fait couper les peupliers et a planté un verger, avec notamment beaucoup d'amandiers. J'espère pouvoir m'approvisionner en amandes localement d'ici quelques années. Et puis j'arrive sur l'esplanade du château. Là, je regarde toujours la vue. Je ne peux pas passer cette esplanade sans me poser devant le mur et regarder donc à ma gauche la muraille du château jeune, qui est très hostile, comme ça, très médiéval. Là, souvent, il y a des oiseaux. À la nuit tombée, parfois, je vois des chauves-souris. Et en bas, on voit donc l'Aveyron, l'Aver qui se jette dedans, et puis la 115, qu'on appelle la touristique, qui était une voie de chemin de fer avant. Et là, je repense au petit train qui allait de Montauban jusqu'à Alexos et qui a été supprimé dans les années 60. Et on voit le tunnel où il rentrait. Et à côté de ce tunnel, il y a l'ancienne gare, qui a été un café. Et l'autre jour, une habitante âgée du village m'a raconté qu'elle a tenu ce café et qu'en face de ce café, il y avait une usine à bois et que dans les années 60, quand elle est arrivée, il y avait 120 ouvriers. Et enfin, c'est juste extraordinaire, quoi. Là, on est 600 sur la commune, peut-être 300 dans le village.
Et de penser que juste là, 120 personnes venaient travailler tous les jours. Après, donc, je quitte mes rêveries et je redescends vers le Beffroi. Donc, je descends une rue, la rue du Mazel. Il y avait l'abattoir, juste là, en haut du Beffroi. Et dans le Beffroi, dans l'arcade sous le Beffroi, il y a des pierres qui portent des signatures de tailleurs de pierre. Et ça, je trouve ça très touchant parce qu'elles sont encore là et ça tient toujours, quoi. Après, donc, je redescends la rue de l'Hôpital et pour rentrer, j'ai un raccourci par le cimetière. Je passe derrière quelques maisons et j'arrive de nouveau dans la rue du Barry d'Albi, que je descends et je rentre chez moi. Moi, je suis arrivé ici au confinement, Ok. en mars 2020. Et évidemment, je suis basque aussi, donc on me dit tu peux y aller seulement 1 kilomètre, et évidemment, je vais aller plus. Et après, je venais de Paris en plus, hein. Donc je veux dire, je me suis retrouvé là, et puis j'étais à Sciences Po, j'étais en train de finir mes études à Sciences Po. Et donc je voyais que tout le monde était à Paris complètement enfermé, ils sortaient pas du tout, et puis moi je pouvais faire absolument tout ce que je voulais. Et puis j'ai marché, je me suis éloigné un peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, je suis arrivé par hasard, c'est la voir. Et j'ai adoré ce coin. C'était ma balade, hein, carrément. Là, surtout au début, je venais presque tous les jours, presque, hein. À ce moment-là, rien, absolument rien aurait pu me dire qu'on allait vivre à Bruniquel. Strictement rien. Et en plus, d'ailleurs, la première fois que j'étais allé à Bruniquel, c'était en été. Il y avait énormément de monde. On est allé au château et tout ça. On a fait la visite des touristes. Et j'ai trouvé ça, je t'avoue, assez effrayant quand même, hein, la quantité de monde qu'il y avait et tout ça. Et au début, j'avais un peu peur. Je t'avoue que j'avais un peu peur. Il faisait déjà super chaud en fait dans les villages. Enfin, moi, je viens pas des endroits secs comme ça, donc je quand même sentir la chaleur très très fortement. Et ici, ça a toujours été un endroit où ça rafraîchissait beaucoup, ouais. Et mine de rien, il n'y a pas beaucoup de monde quand même si, enfin, il y a du passage et tout ça, mais c'est pas comme à la plage ou un truc comme ça, hein. Après ici, ça fait partie. Il y a une boucle en fait, on marche, une marche qu'on fait par là et puis on remonte et on redescend de l'autre côté là-bas, que j'aimais beaucoup. Et surtout, il y a cette forêt des mousses. Mais j'ai appris récemment que si la mousse elle se développe comme ça, en fait, c'est dû au fait que les arbres en question sur lesquels elle se développe, ils sont morts. Et que cette mousse, laquelle au printemps est très très humide et que ça donne vraiment un côté féerique comme ça, vraiment très très beau, hein. Mais en été, quand ça sèche, en fait, c'est comme une botte de foin, en fait. Là, ça peut partir en fumée, mais avec un rien du tout. Il y a beaucoup d'endroits comme ça ici, autour de Bruniquel, où il y a des gros développements de mousse comme ça. Cette pièce que j'ai fait ici, c'est la dernière d'une série de pièces que j'ai fait pendant 2 ans. Tout vient en fait d'un rapport éthique, en fait, par rapport au travail que j'avais commencé. C'était à un moment donné, je me disais, mais enfin, comment est-ce qu'on peut encore aujourd'hui faire de l'art, manipuler une matière et créer une forme visuelle, en
tout bêtement, hein, en consommant le moins de CO2 possible, le moins quel type de matière utiliser, sans aller à Leroy Merlin, sans participer à une économie, etc. Je ne sais plus si c'était en avril ou en mai, peut-être en avril, mais en tout cas à ce moment-là, il y a une couche énorme de feuilles ici. On ne voit plus le sol en fait, tellement il y a une couche comme ça en fait de feuilles. On voit un petit peu apparaître des racines ou des pierres, mais pas vraiment. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai fait des lignes. J'ai ramassé des feuilles comme ça pour faire des lignes un petit peu arrondies comme ça, différents bouts qui se séparaient, qui revenaient comme ça. Et donc ça venait de là et ça couvrait toute la surface, hein, ça allait jusqu'au bord de la pierre, jusqu'ici. Donc forcément, les gens qui ont passé par ici en marchant, ils marchaient par-dessus. Et donc j'ai passé beaucoup de temps là-bas à regarder en fait comment les gens comment ils réagissaient à ça. Il y a très peu qui remarquaient qu'il y avait quelque chose d'inhabituel. Et généralement, ils passaient par-dessus sans s'en rendre compte. La première année, j'étais figurante. C'était génial d'ailleurs. Et après, Franck m'a proposé de faire la régie, plateau. Et en fait, j'ai dit oui, puisque c'était un métier que je connaissais déjà. C'était hyper physique, parce qu'on avait tout à fait au début, on n'avait pas la Barbacane, donc ce bâtiment qui est derrière, qui nous sert de coulisses. On montait tout au château le soir. Le piano, on le descendait tous les jours, matin, midi et soir, et on le remontait dans le château. Donc mon rôle, c'est la régie plateau. Donc en fait, souvent, ce rôle-là, les gens, ils ne savent pas ce que je fais. Ils ne comprennent pas. Parce qu'en fait, c'est toute la mise en place, l'organisation de la scène et des coulisses. Donc il faut peut-être mettre les bassins le plus près possible de la sortie, sans qu'on les voit de là. Et peut-être même les mettre comme ça, là. Ouais. C'est installer, c'est mettre en place les accessoires, toute la mise du départ, c'est-à-dire la scène, les musiciens, tout ce qui est chaises, pupitres, installer le décor avec les accessoires à des endroits très précis. On la verra quand même. Oui, il vaut mieux qu'elle soit devant. Là, c'est derrière celle-là. Voilà. Pile là. Voilà. En coulisses, c'est pareil. Il faut des corbeilles, par exemple, avec des accessoires pour que quand les chanteurs et les figurants rentrent, ils aient leurs accessoires. Et puis après, je donne les top départs aux figurants. Ce que je fais aussi, c'est donc les changements de décor. Donc là, il y a la petite équipe que je dirige plus ou moins. Mais voilà, je donne les consignes et puis après, de toute façon, après, ils se débrouillent. Et le mari d'Hélène, ainsi que le frère d'Agamemnon. Mélanie, elle leur a fait les sièges. Je l'aide à Mélanie pour les sièges, non? Ah oui. Pour ça, là. Vous faites les sièges et la petite colonne. Et la petite colonne. C'est vrai qu'on est microté. Et c'est devenu une famille. On se retrouve tous chaque année. Les chanteurs, il y en a pas mal qui reviennent depuis des années. C'est vraiment une petite troupe. Enfin, une grande, on est quand même 120 dans l'équipe. Hein. Chacun, on a l'impression d'avoir un rôle important. Et c'est vrai que toute personne a un rôle important. Et c'est ça qui est bien. Là, le côté technique, mais après, il y a tous les chanteurs. Et là, c'est pareil, c'est le même lien. Et c'est génial. Parce que là, il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire, il y a les enfants aussi du village qui viennent. Là, tu vois, il fait un U, alors que c'est plus U. Je sais pas quelle heure il est parce que j'ai pas vu. Je pense que c'est bon. Oh, il doit être moins quart, moins 10. Répétition, spectacle et rangement, ça dure 1 mois. Le spectacle, il n'y a que 9 représentations, mais c'est énorme le travail qu'il y a avant et après. Première semaine, on déguste tous, quoi. C'est le château. Et après, le rythme aussi. Et après, en fait, ça va.
Ah, mais lui, il peut rien, c'est son tas. Ça n'a rien à voir avec un théâtre. Là, c'est costaud puisque le château nous sert, donc c'est le devant, l'esplanade du château, qui nous sert de théâtre. Donc les coulisses, on utilise la barbacane et nous, on va l'investir. Donc il y a toute la régie son et lumière avec tous les câblages et on a tout notre espace régie plateau. Et les coulisses, c'est aussi le château, donc on est dans l'enceinte du château. Il y a tellement de choses qui se passent. Avant le spectacle, il y en a qui répètent, qui chauffent la voix dans la salle d'apparat. Les gens ils sont tellement contents d'être dans le château parce que il y a une sacrée présence, enfin, il y a un truc dans ce château. Enfin, moi j'ai un attachement particulier au château et moi je lui dis toujours bonjour avant d'arriver parce que le château c'est quand même costaud au niveau physique. Il faut monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre et on fait corps avec le château, quoi. Faut crier. Moi, je trouve que le château, c'est bien parce qu'il vit. Il vit parce que c'est vraiment une vie incroyable là, pendant le festival. C'est-à-dire qu'entre la couture là-haut, où c'est un lieu qui est complètement investi, et c'est extraordinaire, quoi. On le fait revivre, ce château. Enfin, il est visité, le château. Il y a les guides, etc. Mais là, vraiment, il a une vie. Donc moi j'ai vu le village quand même qui a beaucoup évolué au niveau surtout de la rénovation, la restauration des maisons. Que dans les années, ça a vraiment commencé dans les années 80, 1980, c'est là où quand même il y a eu vraiment beaucoup de rénovations. Bon, et puis je suis artisan maçon aussi, donc je connais un peu ça. Moi je travaillais que dans le village. Voilà, cette rue a été rénovée en 1989, suite à un appel d'offres lancé par la mairie avec un collègue maçon. On avait répondu à l'appel d'offres et on a obtenu ce chantier. En tout, il n'y a pas que cette rue, il y avait près de 1000 mètres carrés de pavage. Donc avec mon collègue, on a tout déposé, décaissé et reposé. On a récupéré certains pavés, notamment ceux qui sont en grès de grésine, qui sont intéressants parce que ceux-là, ils ne glissent pas, contrairement aux autres qui, depuis les années, ils ont fini par se lisser. Ça a tendance à glisser un peu, mais donc voilà. Donc ça, c'est un travail qu'on a réalisé en prenant beaucoup de temps. C'est un gros chantier pour nous. Donc ça aussi, ça a même redonné un petit look au village, des moins abandonnés, parce que ces rues étaient vraiment en gravier, elles étaient ravinées. Donc voilà. Mais après, moi, j'ai travaillé que chez les particuliers. Et là, par contre, ces maisons, on était allé en découverte, ça. Cette fenêtre à meneaux, là. En fait, elle était cachée, elle était bouchée. Ça, c'était crépi. Il y avait un crépi rouge, là. C'est pas ça, là. Il y avait un crépi rouge, là. Donc, quand on a des crépis, on a trouvé cette fenêtre du coup, on a bouché à l'intérieur, on a regardé autour. Parce qu'en fait, cette maison a été complètement changée. Et ils sont allés coller. Bon, et il y avait une autre fenêtre qui démarrait là, sur la droite. Là. Donc les niveaux ont été modifiés et ils ont pété le côté d'encadrement. Parce que, du coup, il n'y a qu'un côté de meneau. Ils ont pété l'encadrement là, pour faire une fenêtre. Ça, c'est une fenêtre 19e, ça, c'est beaucoup plus récent.
Donc c'est rigolo parce que dans le village, les 3/4 des maisons elles ont été modifiées. Des portes bouchées, vous en trouvez partout, quoi. Et là, on voit que ça a été repris. Je pense qu'à l'époque, ça a dû s'effondrer, ou dire, un problème, où ils ont agrandi, un ou l'autre, je ne sais pas. Ça se voit parce qu'il y a un coup de sabre, on appelle ça, en termes techniques, on appelle ça un coup de sabre. C'est-à-dire que c'est pas relié, là. On voit très bien que ce n'est pas du tout la même. En haut, on voit que les pierres elles sont pas belles, en haut, c'est mal fait, enfin pas mal fait, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Alors que là, on voit que c'est la belle pierre, c'était bien bâti, c'est pas du tout la même bâtisse. Le village était, comme tous les villages, était un peu abandonné. Hein. Et donc, les premières, ce sont les règles secondaires avec beaucoup de médecins. À l'époque, on disait qu'on aurait pu faire un hôpital à Greniquel. il y avait beaucoup de médecins et qui ont permis de rénover pas mal de maisons. Les Anglais aussi, qui sont arrivés après, qui ont rénové. Et donc, je crois que c'est ça qui est un peu sur le village. Après, il y a une renommée qui s'est fait, bon, peut-être un petit peu vieux fusil à feu contre le village, et puis c'est devenu très touristique, sans être, comme disent beaucoup, sans être corde, quoi. Ça va, ce village est resté authentique. À tout à l'heure. Mes bons amis, on va dire, de l'école, ils habitent un peu paumés du village. Il n'y en a pas vraiment qui habitent dans le village. Donc des fois, on va à la Verre. Et des fois, justement, dans le jardin du château ou dans les bois. Et avec les cache-cache, on a découvert 2-3 cachettes. Ça va? J'aime bien essayer d'utiliser la nature pour vivre. Donc, même si j'ai pas de terrain, j'ai quelques mètres carrés devant la maison, j'ai essayé à l'intérieur déjà de mettre des plantes qui résistent parce que c'est plein sud. Donc, comme j'y suis pas là tous les jours, il faut que ça résiste quand même lorsqu'il fait sec. Donc, par chance, l'été, j'y suis quand même tous les jours, donc je peux arroser. Mais j'ai réussi à mettre que des plantes aromatiques. Donc, je sais pas, au total, sur ces petites bandes, je dois avoir peut-être 4 ou 5 mètres carrés de terrain, peut-être, qui appartient à la mairie d'ailleurs, parce que tout ce qui est de l'autre côté du mur, c'est communal. Donc j'ai planté, il y a de la menthe, il y a de la sauge, donc il y avait des plantes qui existaient déjà, puis j'en ai rajouté. Il y a de la verveine citronnée, il y a du thym, il y a du romarin, il y a des vignes. L'hiver, il n'y a pas besoin de protéger les plantes d'en bas, donc du coup, il n'y a pas de feuilles à la vigne. Mais c'est vrai que les feuilles de la vigne, ça fait un couvert végétatif déjà pour la fraîcheur de la maison, premièrement. Deuxièmement, ça fait aussi un couvert pour pas qu'il y ait le soleil trop en direct sur les plantes, parce que je pense que l'été, même en arrosant, elles n'arriveraient pas à tenir, quoi. La nature se débrouille toute seule, mais aussi des fois de l'orienter, ça permet d'avoir... voilà, quoi. Il y a la façade, il y a la vigne, il y a...
Ça fait 2 niveaux de végétation tout en prenant pied au même endroit, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire, quoi, le parallèle avec très peu de surface de terrain, on arrive à avoir plusieurs niveaux de production, on va dire. Avec ça, toutes les plantes aromatiques, je m'en sers pour faire la cuisine, bien sûr, mais je fais aussi toute ma tisane pour toute l'année, quoi. C'est-à-dire que je fais sécher, donc cette table là où on discute, souvent dans l'année, il y a du journal dessus, et puis des herbes aromatiques dessus qui sèchent. Donc on ferme la fenêtre là, avec les volets, donc une plante à l'ombre sèche beaucoup mieux et garde un peu plus ses couleurs. Et donc c'est vrai que quand on revient, si on revient des fois que 15 jours après, c'est tout sec, il n'y a plus qu'à mettre dans des boîtes, et après voilà. Donc pas de conservateur, rien. Voilà, donc là ce sont du romarin que j'ai fait sécher, que j'ai coupé devant la maison. Chaque année je taille le romarin pour qu'il ait une forme correcte. Et après je le lave, je le fais sécher, et après une fois que je l'ai fait sécher, je le dépiote pour... Donc ça je m'en sers pour des tisanes, pour faire des marinades, pour cuire des viandes, pour mettre dans des ratatouilles. Romarin et thym, voilà, là le thym je ne l'ai pas dépioté. Ce sont des choses qui sont excellentes. Pour la santé, ça amène beaucoup de choses dans le corps. Et après là, ce sont les différentes tisanes que j'ai ramassées de devant la maison. Là vous avez la menthe, là c'est la verveine citronnée. Ici vous avez le thym, là c'est du tilleul menthe sauge, non, tilleul menthe verveine que j'ai fait cette année, donc un mélange, le tilleul de Bruniquel. Et là dedans je crois que c'est également de la menthe là aussi, voilà. Voilà, et donc avec ça je fais mes mélanges et puis je tire pour faire les tisanes, pour mes clients, pour moi, pour les amis, pour les gens de passage et pour vous, parce que vous allez repartir avec un sachet de tisane et de... Voilà, comme ça vous ferez la tisane. Vous penserez à moi, entre autres. Parce que le but c'est ça aussi, c'est de partager. Je trouve que la nature, elle est à personne, elle est à tout le monde. On est là même, plutôt on doit l'entretenir quand on est de passage sur Terre, et que mais si on a la chance de savoir faire ou de pouvoir le faire, et bien après on partage avec d'autres personnes, quoi. Voilà, 10-12 minutes et la tisane sera prête. Voilà, du miel de pays. Voilà, donc du coup, il y avait des choses comme ça que nos grands-parents faisaient tous. On a perdu ce savoir-là, enfin, ce savoir se perd, mais à l'échelle humaine, c'est à la vitesse grand V, quoi. En 100 ans, à l'époque, à la campagne, tout le monde faisait ses tisanes. Moi, j'ai eu la chance de connaître ça et de vouloir le perpétuer, parce que je trouve que même pour mes enfants, c'est une richesse qu'il ne faut pas perdre, quoi. Mais déjà, je peux vous faire remarquer une chose, je ne sais pas si vous y avez fait attention, c'est qu'il y a la date de construction de la maison, là. Et alors, elle est très caractéristique. Elle date de 1668. Et alors, donc, ça a été construit après les guerres de religion. Et alors, déjà, moi, je m'extasie parce que, vu la pente qu'il y a, les gens, ils ont quand même été bons, hein. Quand tu vois comment ils se sont débrouillés pour construire toutes ces maisons, derrière, il y a un jardin à chaque fois, mais c'est des jardins en terrasse. Celle-là, elle date de là. Après, à l'intérieur, elle a dû être transformée plusieurs fois. Il y en a d'autres qui sont plus récentes, sans doute, hein.
Mon grand-père s'est trouvé veuf en 59 et en 60 et quelques, je ne sais plus exactement, il s'est remarié avec une dame qui a acheté une maison à Bruniquel, celle de Nil et Pauline. Et puis voilà, et le grand-père, il a vécu là assez longtemps. Et il a commencé à faire des travaux. Il a installé une douche, des toilettes à l'intérieur, ce qui est quand même du luxe, parce que jusqu'ici, il n'y en avait pas. Du papier peint que je n'ai pas gardé, tant pis pour lui. Et puis, il avait tout ça, c'était marron. J'ai gardé juste un petit échantillon du papier peint, je ne sais pas si vous voyez où c'est. Et puis, bon, le pauvre, il est tombé malade. Et il a quand même loué à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui ont habité ici. Il y en a des traces sur les murs parce qu'ils ont mesuré les gosses. Donc j'ai plusieurs générations là, qui ont été évaluées sur la porte là. Après, il y a aussi mes petits-enfants maintenant. Hein. Moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est de lire, d'imaginer comment les gens vivaient, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Par exemple, l'évier, j'ai gardé l'évier ancien. Je continue, je me suis dit, bon, ça fait 300 ans qu'il est là, je ne vois pas pourquoi il ne me servirait pas. J'ai juste rajouté des robinets quand même. Il est pris dans le mur, et si tu le regardes, tu vois les traces des lessives, quoi. Il faut être là pour savonner, et puis là pour égoutter, je sais pas. Et c'est marrant, quoi. Et c'est plein de trucs comme ça, et c'est tout le temps, quoi. Alors, quand j'ai investi la maison, je suis arrivée là, c'était très sombre. Bon, là, vous voyez, avec la lumière, on arrive à voir quelque chose un peu clair. Évidemment, la porte n'était pas vitrée. Et donc, j'ai commencé par faire plus du clair. Donc, j'ai passé toutes les poutres au lait de chaud. Et j'ai fait des découvertes rigolotes. Alors, d'un coup, je me rends compte qu'ils ont bouché un trou avec des cosses de maïs. Quand je passe le lait chaud, une odeur de café, mais tonitruante là. Donc j'imagine que la machine à café doit être juste là, à côté de la cheminée, puisque la cheminée, c'est une cheminée pour se mettre au chaud, ça. Hein. Il y a de quoi mettre deux petits fauteuils là. Quand j'ai découvert le mur de l'extérieur, là, le mur de l'escalier, qui me donnait un froid pas possible. En fait, il avait été le vieux mur en pierre avait été caché par un placo là, donc ça se voyait pas, mais il y avait rien derrière, quoi. Enfin, le mur était percé, et bouché à n'importe comment, j'allais dire à la mascoyonnate. Il y a toujours quelque chose à deviner, à supposer. Ce que j'ai aimé dans Bruniquel, et ce que j'aime toujours et même peut-être de plus en plus, c'est de lire à ciel ouvert des histoires partout, quoi. Je suis maçon de pierre, on peut appeler ça aussi maçon limousineur, maçon du bâti ancien, maçon de pierre sèche, murailler, ça c'est pour la partie pierre sèche. Je travaille peu à l'intérieur des bâtiments. En règle générale, on est plus sur l'aménagement paysager, que ce soit de la restauration ou de la création. Dans un premier temps, ça a été me spécialiser dans les enduits anciens, la pierre ourdée, donc c'est-à-dire avec du mortier. Par la suite, j'ai découvert aussi la pierre sèche. Je suis allé me former spécialement dans la pierre sèche dans les Alpes de Haute-Provence. Je suis revenu ici et je voulais me mettre à mon compte. C'était un secteur qui n'était pas exploité. Je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il n'y a personne qui le fait. Est-ce que ça mérite vraiment? Et en même temps, je me suis dit, pourquoi pas, on va tenter. Ça a mis du temps à se lancer, mais maintenant, ça se lance plutôt pas mal. Et c'est très dommage, mais en fait, les artisans dans la pierre prennent leur retraite les uns après les autres et extrêmement peu de personnes reprennent sur ce genre de métier.
Parce que moi, ce n'est pas juste mon métier que j'aime bien. Je suis réellement passionné. C'est-à-dire que j'ai envie de monter une association en parallèle pour faire de la pierre sèche, pour faire de l'initiation auprès des particuliers, pour faire éventuellement des stages de spécialisation. Et je me bats aussi contre certaines techniques de maçonnerie traditionnelle qui sont mauvaises pour les murs en pierre, notamment l'usage du ciment. Sur la pierre, c'est extrêmement mauvais, de la chaux, du mortier de chaux. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est plus l'utilité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a du mortier dans un mur qu'il va tenir mieux. En fait, ça dépend de sa destination. Un mur en pierre contre un talus en terre, avec des pressions, il faut qu'il soit en pierre sèche, qu'il laisse l'eau s'écouler. Si on le bâtit, même à la chaux tiendra quand même plus longtemps que le ciment, parce que la chaux est perméable et permet que l'eau s'évapore. Mais le ciment, au bout d'un moment, le mur tombe. Alors il va peut-être tenir 10 ans, 15 ans, des fois 20 ans, mais il va tomber. Alors que la pierre sèche, et puis c'est beaucoup moins coûteux. C'est coûteux à la base, enfin c'est coûteux, ça paraît plus coûteux, mais ça dure énormément plus de temps. Mais quand il y a besoin de réparer une petite brèche, c'est beaucoup moins coûteux, si on a la bonne technique, de venir remplacer quelques pierres, de venir entretenir un mur, que derrière de venir tout casser, de venir remettre du béton ou du ciment. Si on fait un simple mur de parement contre un mur en parpaing, par exemple, ça va aller nettement plus vite, parce que c'est le mur en parpaing qui tient, c'est pas le mur en pierre. Alors que l'autre, c'est une technique, il faut tout croiser, il faut vraiment tout réfléchir. Tout réfléchir avant. Les pierres sont plus conséquentes. On ne pose pas des pierres sur une grosse épaisseur de mortier, on essaye de faire comme c'est. À l'époque, la chaux coûtait cher, était dure à faire, donc du coup, ils en mettaient quand même le minimum. Il faut trier, toutes les pierres ne sont pas pareilles, il y en a certaines qui sont gélives, qui ne sont pas bonnes à l'emploi, qui vont être souvent éventuellement plus utilisées dans les murs en pierre sèche. Un mur en pierre sèche, en fait, c'est plus difficile à dater, en règle générale, qu'un mur ourdé, parce que c'est quand même censé tenir longtemps, mais quand il y a une partie qui tombe, on la refait au passage, on vient remailler le tout, on ne voit pas trop la différence, c'est-à-dire que c'est difficile de se dire, mettons sur un mur qui a 200 ans, tiens, cette partie, elle en a 200, celle-là à côté, elle peut en avoir que 50. Ça peut paraître long pour beaucoup de personnes. Pour moi, 50 ans, c'est très récent. Ce chantier actuel, à la base, il n'y avait pas quelque chose d'exceptionnel. C'était pas un vieux puits, un four à pain, une gariotte, un truc comme ça. C'était pas. Je viens utiliser des techniques anciennes qui sont intéressantes, notamment la construction d'une voûte plein cintre. Le but, c'est quand même que ça se marie, que ça soit homogène avec le paysage, l'ensemble du paysage. C'est-à-dire que sur l'ensemble du mur, on est sur de la restauration. Là, il y a une petite partie création, mais je ne veux pas, si j'estime que ça ne va pas dans le paysage, je refuse le chantier catégoriquement. Je suis là pour amener les gens à intégrer la pierre dans le paysage. Il y a une polémique sur la restauration. Il y en a certains qui disent voilà, il faut que la restauration se voie. Ce que je comprends, parce qu'il faut que le travail soit mis en valeur. Ce que je comprends, mais je ne suis pas d'accord. Pour moi, la restauration, ça ne doit pas se voir. Et c'est-à-dire que je suis super content quand on me dit bon, on dirait que tu n'as rien fait, alors que le mur, je l'ai mis à zéro et que je l'ai complètement remonté. Et on dirait que le mur, il a 300 ans. Et moi, je suis super heureux. Si on part du principe que je n'ai pas travaillé sur le mur et que je mens en disant que je l'ai refait, c'est le meilleur des compliments. Et j'ai acheté ça en 2003. Voilà, j'avais mon atelier au bout. C'est un lieu que je squattais parce que je n'avais pas trouvé autre chose parce que je suis menuisier, donc il me fallait un local.
Puis j'ai squatté là et puis un jour ça a été mis en vente en adjudication. Et je me suis démerdé à avoir. Je me servais juste de l'atelier qui était là-bas au bout. Puis ici, tout ça, c'était impénétrable. C'était envahi par la végétation. C'était abandonné depuis plus de 50 ans. Voilà. Donc j'ai mis beaucoup de temps pour nettoyer le lieu. Il y avait, tu vois, au fond de la vallée, toutes les feuilles au fond de l'humus. Et donc il devait y avoir 20-30 cm d'humus avec des ronces, des frênes, des arbres qu'on poussait. Voilà, il fallait y aller à la machette. C'était un peu la jungle. Alors, ce lieu, ce sont les premières forges de Bruniquel. Et ce qui m'a attiré, j'aime bien les défis en plus. J'avais déjà restauré une maison dans le village. Et donc, voilà, c'est un nouveau défi, mais qui m'a pris quand même pratiquement 20 ans. Ça m'a un peu usé. Mais bon, j'en suis arrivé à ça. Voilà. Après, il y aura encore des trucs à faire. Hein, mais, Et là, c'était bon, ici, c'était des salles qui étaient couvertes, et il y avait des toitures. Les anciens propriétaires, c'était dans les années 70, avaient vendu les poutres, les tuiles, tout le reste. Heureusement, ils n'ont pas vendu les murs. Voilà, et donc on s'en sert pour un peu faire la fête. Voilà, c'est un lieu sympa. Comme ici, j'ai pas de voisins, on peut faire un peu de bruit, on n'emmerde personne. C'est l'été, c'est le coin le plus génial. L'idéal, c'est le matin, là, vers les 9h. Ici, tu as une lumière qui filtre à travers les... C'est vraiment super. Ouais. Là, tu vas voir, il y a une belle retenue d'eau. Et du coup, ouais, ça fait une île. Pas beau. Mais il y a tout ce qu'il faut ici. La rivière, la forêt, parce qu'au-dessus, tu as un bois. Et la cascade, ça fait, tu as une piscine naturelle. C'est pas négligeable. Il ne manque plus qu'un voilier à côté. Pour m'échapper de temps en temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce côté romantique de la nature et des ruines. Voilà. Ouais, c'est un lieu un peu atypique où il fait bon vivre.